EDF, une fausse nationalisation. Nous avons l'honneur, le plaisir et l'avantage d'avoir avec nous deux experts de haut niveau. Philippe Huet à ma droite, qui est donc ingénieur, économiste, qui a été membre de la direction d'EDF. Alors je te laisserai préciser les années, et qui va pouvoir nous apporter un point de vue très informé sur le processus de la libéralisation du marché de l'énergie et la façon dont les gouvernements ont cherché ont privatisé réellement EDF, et on s'interrogera avec lui sur les effets de cette nationalisation. Et à ma gauche, Anne de Bréjas, qui est, je ne sais pas s'il faut prononcer le S depuis le temps, Anne de Bréjas, qui est elle-même aussi économiste, ingénieure, et qui est syndicaliste, et qui nous aidera aussi à comprendre quels sont les enjeux pour les consommateurs, pour les usagers de l'énergie, et avec qui on reviendra aussi sur cet enjeu de la nationalisation et de la fin, ou pas, et de la façon dont on peut parvenir à la fin du marché de l'énergie, et ce que ça impliquerait pour nous, citoyens français, et voire même pour les citoyens européens, parce qu'évidemment la question du marché de l'énergie, c'est une question qui se pose aujourd'hui à l'échelle européenne. Alors, du point de vue pour faire une petite introduction, je crois qu'il n'est pas nécessaire de faire très long. C'est hier que le prix du kilowattheure sur le marché de gros s'est négocié à 1 000 €, sachant que le tarif régulé de l'énergie est autour de 50 €, un peu en dessous aujourd'hui. On voit bien, sans être même spécialiste, qu'il y a un écart là qui est faramineux et qui donne une idée du degré de dysfonctionnement de ce système. Voilà, on est dans un marché délirant où les tarifs ne semblent plus correspondre à rien du point de vue des coûts réels de la production de l'énergie, quel que soit le moyen de la production, que ce soit de l'énergie nucléaire, que ce soit de l'énergie renouvelable. 1 000 € du kilowattheure, on n'est plus vraiment capable de dire à quoi correspondent ces chiffres, si ce n'est des effets de pure spéculation, des anticipations de coûts dont on n'est pas capable de dire si ils sont réels, finançables, etc. Donc on est dans une situation qui, d'une certaine façon, nous donne raison, alors même qu'on depuis de nombreuses années, la France Insoumise s'est exprimée sur le marché de l'énergie, sur la privatisation. On a participé à toutes les mobilisations appelées par l'intersyndicale de EDF quand il a été question de lutter contre la privatisation, qui est un processus déjà lancé depuis longtemps, ou contre ce mécanisme qu'est l'Arenh, et sur lequel je propose, Philippe, que tu commences par nous apporter tes lumières, parce que l'Arenh, c'est un nom qui n'a pas forcément percé dans tout le débat public. Certains d'entre vous peut-être le connaissent. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, pourquoi ça pose problème et comment on en est arrivé à ce degré de dysfonctionnement? Alors, on va essayer de, sans enfoncer trop de portes ouvertes, de comprendre ce que c'est que l'Arenh. L'Arenh, ça veut dire accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Historique, donc ça veut dire qu'on donne aux concurrents d'EDF l'opportunité de lui acheter de l'électricité produite par les centrales nucléaires qui sont issues du programme de construction de centrales nucléaires en France des années 70-80. C'est pour ça qu'on dit historique par opposition aux centrales qui sont en train d'être construites, d'ailleurs dont on attend toujours qu'elles le soient définitivement. Alors, comment en est-on arrivé? Et pour ça, je vous demande avec moi de faire un petit rétropédalage de 20 ans. On est donc à la fin des années 90, 99, 2000. Sous l'impulsion des directives européennes, la France commence à ouvrir le marché de l'électricité à la concurrence pour les consommateurs. Et ça commence pour les grands consommateurs industriels, c'est-à-dire ceux qui ont une grosse consommation comme les sidérurgistes, les aciéristes, les cimentiers, RATP, SNCF, tout ce genre de clients qui consomment vraiment beaucoup d'électricité et qui étaient autrefois, dans le système tarifaire d'EDF, bénéficiaires du tarif dit vert, et qui, à partir des années 2000, peuvent
mettre EDF en concurrence et aller acheter à des fournisseurs qu'on appelle alternatifs. Il faut savoir que, pour ceux qui s'en souviennent, dans le début des années 2000, on est dans le sillage de l'ouverture à la concurrence qui a plus de 20 ans du marché du pétrole, donc des produits pétroliers, et puis ensuite du marché des télécoms. Et que ces schémas d'ouverture à la concurrence du pétrole et des télécoms dominent la vision et les esprits de la classe dirigeante. Donc en ouvrant l'électricité à la concurrence, elles ont dans l'idée qu'elles vont répliquer ce qui s'est fait dans le domaine des télécoms et du pétrole. Et ces schémas-là sont des schémas où on pense globalement qu'en éclatant les opérateurs qui autrefois étaient intégrés sur la totalité de la chaîne production-consommation, on obtiendra plus d'efficacité, des économies de coûts et notamment une concurrence qui va faire émerger de l'innovation, des changements technologiques, tout un tas de bénéfices pour le consommateur. Donc on commence avec les grands industriels. Par ailleurs, on bénéficie d'un contexte où les prix du pétrole sont bas, prix du pétrole et du gaz. Donc acheter sur ce qui est naissant, c'est-à-dire le marché de l'électricité, son électricité revient moins cher que le tarif. Et les industriels se précipitent. Évidemment, c'est l'aubaine. On peut acheter moins cher qu'à EDF, on y va, on achète. Mais malheureusement, comme on le sait aujourd'hui, les choses se gâtent et les prix remontent. Et il vient un moment où c'est plus aussi avantageux d'acheter sur le marché que d'acheter au tarif. Et donc nos amis industriels viennent voir le gouvernement en disant c'est un scandale, aujourd'hui on paye notre électricité plus cher, il faut faire quelque chose. Le gouvernement, jamais en panne d'idées, invente un truc qui s'appelle le TARTAM. Tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, qui permet aux industriels de revenir tranquillement dans le giron du tarif. En bref. Mais la commission veille. La commission regarde ça, dit non, aide d'État. Ça, c'est le mot maître à la commission, aide d'État. Donc aide d'État, ça veut dire, ben non, votre système, ça ne marche pas. Donc il faut le revoir. Et puis en plus, depuis 2004, on a ouvert à la concurrence l'électricité, le marché de l'électricité, pour tous les professionnels petites entreprises. Donc tout ce qui n'est pas client résidentiel peut, à partir de 2004, aller chercher des concurrents à EDF. La commission veille, dit non, non, votre tartame, là, s'il y a de l'abus, il faut trouver autre chose. Et donc notre gouvernement, toujours jamais à court d'idées, met en place une commission sous l'égide d'un haut fonctionnaire assez réputé, quand même, qui a bonne réputation. Moi-même, je me suis dit, bon, il vient, Monsieur Champsor, on est en bonne main. Les choses ne tournent pas exactement comme on le voudrait, et notre ami Champsor, entouré de tas de gens très experts, notamment un économiste très connu qui continue d'ailleurs aujourd'hui à répandre son discours sur les bénéfices de l'ouverture et comment on a raté le coche, donc sort un projet de rapport et qui inspire ensuite une loi, un projet de loi qui s'appelle la loi NOM, Nouvelle organisation du marché de l'électricité, qui en bref organise la mise à disposition de l'électricité produite par EDF dans ses centrales nucléaires à la concurrence. L'analyse est simple. EDF, avec son parc nucléaire et ses coûts bas, bénéficie d'un avantage concurrentiel imbattable. Il n'y aura pas de vraie concurrence si on ne permet pas aux concurrents de venir s'approvisionner. Alors, je corrige ici tout de suite une fausse idée qui circule souvent, c'est que c'est Bruxelles qui est à l'initiative ou qui aurait inspiré ou inventé ce mécanisme qui sort de la loi NOM et qui s'appelle l'AREN. Non, 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 non. C'est 100% franco-français. On peut se féliciter d'avoir inventé un système qui cumule vraiment tout ce qu'on pouvait faire de pire dans le domaine. C'est-à-dire qu'on n'est ni dans l'avantage qu'avait le tarif, qui prétendait et qui, de fait, rémunérait les coûts de production du producteur principal que EDF, ni dans un système de marché où on force en fait EDF à vendre à un prix fixé. Je vais revenir rapidement sur cette question de comment on a fixé ce prix. Mais comme on n'est jamais à court d'idées, on se dit, tant que le prix de marché est inférieur, vous n'êtes pas obligé d'acheter à ce prix-là. Par contre, dès qu'il dépasse le prix fixé, vous avez la possibilité d'acheter à EDF. Donc, c'est ce qu'on appelle dans les termes techniques du marché une option, mais c'est une option gratuite
et qui instaure le système par lequel c'est trop cher, j'achète au tarif à EDF, c'est pas assez cher, au revoir EDF, je me débrouille tout seul, j'achète sur le marché. Ce qui veut dire, vous réalisez bien, que dans un système où, en fait, je peux me déclarer avec mes clients auprès de la commission de régulation acheteur 40 jours seulement avant le moment où j'ai besoin de l'électricité. Dans un système où, au bas mot, pour préparer au jour le jour l'équilibre indispensable dans le système électrique entre la production et la consommation, il faut près de 5 ans d'efforts. Donc vous imposez à EDF, pour un quart de sa production, de ne pas savoir jusqu'à 40 jours avant l'échéance ce qui va être acheté. Et en plus, vous la mettez dans une position où si c'est trop cher, c'est chez vous, si c'est pas assez cher, si le marché est inférieur, j'achète à la concurrence. Donc on a le système actuel aujourd'hui où EDF est pénalisé par des pannes importantes sur ses centrales, ce qu'on a appelé le problème de corrosion sous contrainte, enfin je passe, donc beaucoup de réacteurs sont arrêtés. EDF est engagé à fournir cette électricité qu'elle n'a pas, donc EDF achète à prix de marché pour revendre à prix régulé à ses concurrents. Fantastique, quand on sait que par ailleurs les deux concurrents principaux d'EDF sont Total et Engie. Je ne vous fais pas un dessin, mais en fait ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de transférer de l'argent d'une société largement publique, l'État est actionnaire à 85%, à des opérateurs privés qui par ailleurs bénéficient déjà de la rente pétrolière et gazière, puisqu'ils sont eux-mêmes producteurs de pétrole et de gaz. Donc ce mécanisme ARENH et cumule tous les inconvénients de... Il n'envoie pas le bon signal de prix parce que le prix est fixé arbitrairement. Alors, il faut que je m'arrête 2 secondes là-dessus. Le prix aujourd'hui, très rapidement, ça a été l'objet d'une négociation entre le gouvernement et EDF. On est parti à des niveaux, mais qui faisaient peur tellement ils étaient bas et arbitraires. On a réussi à le faire remonter un tout petit peu. En 2011, 40 € du mégawattheure. Puis ensuite, il est passé à 42. Depuis 2012 et jusqu'à la dernière loi, ce prix n'a pas bougé. Malgré tous les réinvestissements nécessaires et les surcoûts de l'exploitation des centrales, le post-Fukushima, j'en passe. Donc aujourd'hui, on a un système de prix, d'ailleurs, qui est basé sur rien, si ce n'est une négociation. Il n'y a aucun, je dirais, fondement théorique au prix auquel a été fixée cette cession. Il ne reflète pas les coûts complets du parc nucléaire et il enrichit sans cause un système de concurrence qui s'est développé sur une toute petite partie, puisqu'en fait la concurrence ne joue que sur les frais de commercialisation et la marge du commercialisateur, c'est-à-dire que pour un prix du kilowattheure qui aujourd'hui est à peu près de 20 centimes, vous avez une concurrence qui joue sur entre 1 et 2 centimes du kilowattheure. Voilà. Et aucune incitation aux concurrents à investir dans des moyens de production nouveaux, d'ailleurs, ceux qui n'ont pas fait. Bon, merci Philippe. L'introduction était déjà assez robuste et technique. Je me permets un point d'étape en résumant en gros la situation de l'ARENH. On est dans un mécanisme où pour les entreprises privées qui vont être des distributrices d'électricité, des distributrices d'énergie en concurrence d'EDF, c'est pile je gagne, face tu perds. Donc c'est ce mécanisme pervers-là qui pose d'abord le problème. Mais je sais bien que Anne va compléter en précisant que on a un enjeu encore peut-être plus fondamental quand on s'intéresse à l'idée même de concurrence et de marché. Je te laisse la parole. Oui, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un problème bien au-delà de l'ARENH. Il y a un problème dans tous les pays européens parce que l'Union européenne a imposé dans la ligne thatchérienne de l'époque une mise en concurrence sur un système électrique qui est complètement inadapté. On parle de monopole naturel. Enfin, c'est quoi un système électrique? C'est un réseau. Bon, heureusement, pour l'instant, personne n'a pensé à mettre en concurrence le réseau. Et c'est essentiellement des moyens de production, des centrales. Et c'est en fait une vue de l'esprit de penser qu'on va mettre en concurrence, qu'on va construire plus de centrales qu'il n'en faut, et puis mettre en concurrence les centrales nucléaires entre elles ou les centrales nucléaires avec l'hydraulique. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est un système vraiment complètement coopératif, qu'il faut planifier très longtemps à l'avance. Là, on a des scénarios qui vont jusqu'en 2050 pour dire qu'est-ce qu'il faut investir pour garantir qu'à chaque instant, il y ait égalité parfaite entre production et consommation, parce que sinon, le système peut s'effondrer, avec en plus une électricité qui ne se stocke pas. Donc c'est un système très compliqué et par nature absolument
pas compatible avec la concurrence. Et donc, comme le disait Philippe, qu'est-ce qu'ils ont fait du coup ? Ils ne sont pas arrivés à mettre en concurrence la production, de fait, ils n'ont pas essayé le réseau, et donc ils ont créé une activité qui n'existait même pas avant, qu'on appelle fourniture. Et donc, on a eu jusqu'à 80 fournisseurs qui vont démarcher les clients. Donc, je pense que tout le monde a eu des coups de téléphone, d'Engie, de Total Energy, etc., pour demander de changer de fournisseur. Et qu'est-ce qu'ils font, ces fournisseurs ? Ils achètent pour revendre et c'est tout, quoi. Ils mettent leur logo sur la facture, ils ne transportent pas, ils ne stockent pas, ils ne choisissent pas puisque c'est la même électricité pour tout le monde. Et donc, on est dans un système absurde que nous, dès le début, on a dit ça ne peut pas marcher. Mais qu'à cela ne tienne, on a continué. Et depuis 20 ans, on se débat avec un système qui marche sur la tête. Alors, comme ça marche sur la tête, il y a eu des crises à répétition. Alors, c'est sûr que la crise actuelle qu'on voit, elle est pire que jamais. Mais en fait, depuis le début, on a des crises. Et donc, depuis le début, on rajoute des rustines et des contournements de marché, dont l'Arenh fait partie, pour essayer de faire avec un marché qui peut pas fonctionner. Donc, il y a l'Arenh, mais on pourrait citer d'autres exemples, hein, je vais pas aller dessus. Et voilà. Et donc là, on est dans un système où maintenant tout le monde voit que c'est plus possible, y compris le maire, donc Bruno Le Maire, qui en septembre dernier disait le marché européen est aberrant. Donc c'est bien, presque 20 ans après nous, mais enfin voilà. Macron qui vient de dire la même chose, et même la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est la plus pro-marché, qui aujourd'hui dit il y a des graves problèmes, il faut une réforme profonde du marché. Réforme profonde, sauf qu'il faut toujours rester dans le cadre du marché. Alors là, quand je dis que ça s'effondre, qu'est-ce qu'on voit ? Donc, tu as parlé de l'envolée des prix absolument spectaculaire, qui bat des records vraiment tous les jours. On est à des niveaux de prix qui n'ont absolument rien à voir avec les coûts de production. Et l'année dernière, si l'État n'était pas intervenu en pompier sur l'État pour faire ce qu'il a appelé son bouclier tarifaire sur les tarifs, en utilisant EDF avec un mécanisme ultra compliqué, on aurait eu 45% d'augmentation du tarif hors taxe. Alors que les coûts de production, la facture pour la France n'avait augmenté que de 4%, parce que en fait, les coûts du système électrique, c'est essentiellement les coûts de construction des centrales, c'est des coûts d'exploitation fixe, c'est très peu le prix du gaz. Or, on a un marché dont le prix est complètement corrélé au prix du gaz, c'est-à-dire que le prix, ça doit refléter le coût de production d'un mégawattheure, enfin d'une unité supplémentaire. Et combien ça coûte de produire une unité supplémentaire, le parc étant déjà construit, tous les coûts fixes, ça n'intervient plus. Et ben ça coûte la centrale qui peut produire un peu plus que ce qu'elle produit déjà. Donc pas les centrales les moins chères qui, elles, produisent déjà à plein. Donc c'est des centrales à gaz en général, et c'est pour ça que c'est indexé sur le prix du gaz. Alors bon, on pourrait y revenir, mais maintenant ça va bien au-delà du prix du gaz parce qu'il y a des risques de pénurie. On pourra revenir là-dessus. Mais voilà, on a un prix complètement décorrélé des coûts, absolument pas sous contrôle, et en plus qui ne dépend même pas de la politique française, c'est-à-dire que c'est des prix qui sont importés par un cours mondial des commodités du gaz, quoi. Bon, on a un bilan, maintenant ça fait 20 ans que ça dure, on a un bilan qui est sans appel, c'est-à-dire que donc, les factures avaient déjà monté pour les consommateurs de plus de 50% avant même l'envolée des prix actuels, avant même l'envolée des prix de 2001. On ne le dit pas assez, mais il n'y a plus de péréquation tarifaire, il n'y a plus d'équité de traitement. C'est-à-dire que les pauvres qui sont sortis du tarif réglementé de vente, en général contre leur gré, parce qu'ils se sont fait démarcher et que c'est du démarchage abusif, bon, ils se retrouvent avec des prix qui sont différents de leurs voisins. Et ça va continuer, puisque les tarifs réglementés de vente qui existent encore dans l'électricité, mais qui n'existent déjà plus pour le gaz, sont appelés à disparaître à terme. Donc des gens qui sont confrontés à des démarchages que les associations de consommateurs dénoncent comme agressifs et frauduleux, et elles expliquent bien que ce n'est pas un phénomène de jeunesse et que ce n'est pas juste certains cas, c'est un problème massif qui est lié au fait que finalement les fournisseurs, comme ils ne font rien, ils n'ont pas d'autre moyen de se démarquer que ça. Donc ça fait des années que ça dure. C'est des années qu'on essaye de réparer le problème, et là, on nous dit encore que les dernières années sont pires que les autres, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à régler le problème, et je pense qu'on ne pourra pas le régler. La précarité énergétique augmente, alors évidemment en lien avec les augmentations de factures, mais en lien aussi avec le fait que les fournisseurs, ce n'est pas forcément tellement leur intérêt d'aller accompagner les clients les plus précaires. Sur le plan de la production, bon, les filières renouvelables sont dans un état où on importe massivement nos panneaux photovoltaïques d'Asie. Enfin, il n'y a rien qui est développé, aucune planification pour changer le système et pour faire évoluer vers la transition énergétique. Des industriels qui nous disent qu'avec des prix pareils, complètement volatiles, imprévisibles, ils ne peuvent pas électrifier leurs usages, leurs procédés, c'est-à-dire finalement décarboner l'industrie. Enfin, en fait, tout va mal, rien n'est défendable. Donc, à nouveau, ça s'effondre. Même ceux qui défendaient le système finissent par dire qu'il y a un problème. Mais là,
on a un Conseil de l'Europe en octobre où la refonte profonde du marché de l'énergie est inscrite à l'ordre du jour. On a un groupe de pays, les pays du Nord en général, qui continuent à dire que tout va bien, mais un groupe de pays, les pays plutôt du Sud, Grèce en tête, qui dit qu'il faut une réforme profonde, mais pour l'instant, on ne sait pas ce que la France va défendre comme modèle. Et donc, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un vrai débat sur où est-ce qu'on veut aller exactement. Et nous, notre position, c'est qu'il faut revenir à des tarifs basés sur les coûts de production, c'est-à-dire qui sont stables sur la durée, ce que demandent tous les consommateurs. Il faut débattre de quel est l'intérêt d'avoir une concurrence de fournisseurs qui ne font rien. Je pense que la réponse va être vite trouvée. Il faut savoir aussi si on continue à laisser des investisseurs privés investir sur des biens ultra stratégiques, d'un secteur ultra stratégique qu'est l'électricité. Et par exemple, Iberdrola, qui a fait la une des journaux parce qu'elle a lâché en rase campagne ses clients en leur demandant d'aller chercher un autre fournisseur. Le même Iberdrola qui avait vidé ses stocks d'eau en Espagne en pleine sécheresse parce qu'il voulait profiter des prix hauts. Et le même Iberdrola à qui on a confié un parc éolien en mer récemment, quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment une réflexion là-dessus. Et un dernier point peut-être sur les tarifs réglementés de vente. Donc avant, comme disait Philippe, tout le monde payait au même prix l'électricité à peu près. Comme les fournisseurs n'arrivaient pas à concurrencer EDF, non seulement il y a eu cet accès au nucléaire, mais ils ont changé le mode de calcul des tarifs. C'est-à-dire qu'avant, les tarifs réglementés de vente, ils étaient censés refléter les coûts de production. Et maintenant, ce qui est inscrit dans la loi, c'est que l'objectif des tarifs, c'est d'être contestable, c'est-à-dire de permettre à des fournisseurs qui ne font rien, qui ne produisent pas, de proposer des offres moins chères que le tarif. Et donc, comment on a fait ça ? On a dit, on va caler le tarif sur la manière dont s'approvisionnent les fournisseurs. Comment ils s'approvisionnent ? Une partie à l'Arenh et une partie sur le marché. Et donc maintenant, les tarifs sont indexés sur ce prix de marché qui fait n'importe quoi. Alors non seulement ça, mais en plus ils ont disparu pour toutes les entreprises. Les entreprises, elles demandent à revenir à un tarif réglementé et ils sont appelés à disparaître. Donc on est dans une situation kafkaïenne où depuis 20 ans, on fait du pilotage à vue, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils nous rajoutent une rustine pour essayer de corriger un défaut, mais de toute façon, ça ne peut pas fonctionner, ça recasse autre chose. Et là, vraiment, on n'a plus le temps, quoi. D'autant plus qu'on a une crise climatique majeure, qu'on a des investissements massifs à faire, et donc on a besoin d'un outil efficace. Merci Anne pour le réquisitoire. Donc c'est un deuxième point d'étape. Je résume. On a un problème de souveraineté, on a un problème de démocratie et d'équité, d'accès à l'énergie et du respect du droit des personnes, tout simplement à avoir un accès à cette énergie qui, en fait, comme on le dit pour l'eau, comme on le dirait pour l'air, devrait être un droit, parce que essayer de vivre quelques heures, même sans électricité, vous allez voir à quel point c'est difficile. On a un problème de planification, d'impossibilité de planification, et donc un problème écologique majeur. Bref, on est dans la panade absolue, et on n'a même pas besoin de noircir le tableau pour s'en rendre compte. Tu le dis, même les plus libéraux aujourd'hui considèrent qu'il faut une réforme profonde, c'est l'expression de von der Leyen. Et nous, à l'Assemblée nationale, il y a quelques semaines, on a été appelés à voter pour le rachat des actions d'EDF qui n'étaient plus dans le giron, qui n'appartenaient plus à l'État. Donc on vient de nationaliser EDF. Est-ce que c'est ça qu'on peut appeler une réforme profonde ? J'ai une petite idée évidemment, mais je vous laisse amorcer la réponse au moins. Alors, précisons d'abord que l'État français, aujourd'hui, a 85% des actions d'EDF. Donc, l'État fait déjà la pluie et le beau temps au sein d'EDF. Donc, on est en droit de se demander, en rachetant les parts qui lui manque, ce que veut l'État, qu'il ne sait pas faire aujourd'hui. Alors, l'histoire, comme l'a amplement démontré Anne, montre que depuis 20 ans, l'État se comporte en prédateur de son entreprise, la spolie régulièrement en rajoutant des patchs sur des systèmes qui sont bancals, et on se demande tous les ans
ce que va inventer de nouveau l'État. Si vous voulez, moi, mon expérience, c'est au conseil d'administration d'EDF, on ne compte plus le défilé des représentants de l'État qui succèdent à rythme de je change tous les 2 ans. J'ai à peine commencé à comprendre le début de comment fonctionne ce système électrique que déjà je suis parti, je suis ailleurs, il y a un nouveau ministre et on repart à zéro. Donc l'État improvise depuis 20 ans sur une entreprise qui a mis du temps à réagir, mais au bout de 20 ans, le cumul de toutes ces improvisations, de toutes ces mesures à l'emporte-pièce, opportunistes, ont fini par coûter l'état dans lequel on trouve l'entreprise, c'est-à-dire des centrales qui ont besoin d'être rénovées ou dans lesquelles il faut réinvestir, des investissements massifs pour faire face à la nouvelle demande qui va venir avec la pénétration plus avancée de l'électricité dans l'économie, pour décarboner ce qu'on appelle l'économie, et puis tout ce qui va être nécessaire pour faire en sorte que l'infrastructure de l'industrie de l'électricité s'adapte au changement climatique. Des investissements énormes dans la production, les réseaux de transport et de distribution, et aussi sur les points de livraison aux clients finaux. Donc on est effectivement en droit de se demander pourquoi. Parce que ça n'est pas une nationalisation. C'est une opération qui relève de l'autorité des marchés financiers. C'est je suis actionnaire majoritaire, j'ai 85%, je rachète la part des actionnaires minoritaires. Et si vous voulez mon avis cash, c'est que l'État le fait pour se débarrasser de ceux qui l'empêchent aujourd'hui complètement de faire tout ce qu'il veut. Parce qu'on est quand même dans un régime de société anonyme où les actionnaires minoritaires sont protégés dans leurs droits face aux abus de l'actionnaire majoritaire. Donc oui, l'État peut largement faire ce qu'il veut, et d'ailleurs on le voit depuis 20 ans, mais quand même il y a des limites à ce qu'il peut faire et il doit rendre des comptes. Donc le rachat, qui n'est pas une nationalisation, ça exigerait un projet de loi, passer au Parlement, avoir un débat, expliciter tout ce que Anne présentait comme étant les incohérences. Que voulez-vous ? Quelle politique ? Quel contrat de service public ? Quelles ambitions pour EDF ? Non, on rachète les minoritaires, dehors les gêneurs, on se retrouve à 100%, puis après ça, on va revenir. Mon soupçon, c'est que Hercule se profile derrière, et Hercule, pour ceux qui ne savent pas, c'est un projet, là encore, une magnifique invention de nos élites dirigeantes. C'est on va couper l'entreprise en morceaux et ça va beaucoup mieux marcher comme ça. On va mettre le nucléaire dans un côté, puis il y aura le transport, puis la distribution, puis l'hydraulique éventuellement on en mettra dans un autre chapitre, puis le renouvelable dans un autre. Tout ce qui est rentable, ben oui, messieurs, pourquoi pas, Total, Engie, venez, on va vous le vendre. Et puis le reste, qui est risqué, qui a des dettes, qui représente des enjeux industriels énormes, restera dans le giron de l'État. Alors je voudrais dire une chose, et puis je te repasse la parole. Pour moi, le problème majeur de cette incompréhension, dont je ne sais pas si elle est uniquement idéologique ou elle est que finalement ça ne les intéresse pas tellement de rentrer dans le détail, c'est qu'à démanteler, on va tuer ce qui fait l'excellence du modèle EDF. Quand je suis arrivé à EDF, je suis arrivé avec cette expérience d'un parcours international où EDF était cité en exemple. C'était un modèle, et ça l'est encore dans quantité de pays du monde, de la façon dont on organise un service public de l'électricité où on cherche l'optimum pour la collectivité, sous contrainte de ce qu'appellent les techniciens d'équilibre budgétaire pour l'entreprise qui gère cet ensemble. Mais ça veut dire qu'il a une vision complète, depuis je produis jusqu'à je consomme, je transporte, je distribue, et je suis capable de jouer sur tous ces éléments de la chaîne pour le mieux de l'intérêt collectif. Et c'est compliqué, parce que j'associe du nucléaire, de l'hydraulique, du gaz, du renouvelable, etc. Et je cherche en permanence ce point d'équilibre qui assure l'optimum, mais pour la collectivité, en rappelant ce point essentiel, c'est qu'on ne s'improvise pas sur ce métier du jour au lendemain et qu'on ne stocke pas l'électricité. Donc, on ne stocke pas l'électricité, c'est-à-dire qu'à tout moment, vous rentrez chez vous le soir, vous démarrez votre chauffage, vous mettez en route votre four, vous allumez vos lumières, la consommation augmente. Derrière, il faut prévoir un ajustement de la production. Pour vous donner une idée, j'en arrêterai là, en hiver, 1 degré de moins sur le thermomètre en dessous de 15 degrés, c'est 2 centrales nucléaires de plus
sur le réseau. Ça ne s'improvise pas comme ça. Si en plus, vous avez des allées du genre « Ah bah tiens, moi aujourd'hui, je trouve que le prix de marché, il est un peu élevé. EDF, s'il te plaît, apporte-moi les térawattheures. » Ça colle pas trop. Merci Philippe de remettre cette question du coup de l'intérêt collectif parce que finalement c'est le cœur du sujet. À partir de quand la nationalisation peut garantir l'intérêt collectif? Parce que nationaliser finalement c'est qu'une opération financière à qui appartient la machine. Mais ce dont on a besoin c'est d'une vision en réalité et d'une capacité à dire on a des besoins qui doivent être satisfaits et satisfaits d'une certaine façon, c'est-à-dire d'une façon la moins polluante possible. Et du coup, est-ce que toi, à ton avis, Anne, la nationalisation, c'est juste une condition suffisante? Je crois pas. Est-ce que c'est une condition nécessaire? Oui, c'est une condition nécessaire. Enfin, en fait, moi, notre position, c'est qu'il faut sortir de la concurrence et faire de l'exploitation du système électrique un système 100% public, c'est-à-dire où il n'y a pas d'intérêt privé qui viennent se servir sur la bête sur un bien de première nécessité qui, en plus, a des contraintes techniques, on l'a dit, qui font que de toute façon, ça se prête très mal à la concurrence. Mais voilà, effectivement, il faut qu'on reparte des objectifs. Pour moi, l'objectif, c'est donner accès à tous à ce bien de première nécessité, garantir la péréquation tarifaire, produire au moindre coût, permettre de développer les moyens de production avec donc une visibilité suffisamment longue pour être sûr de rentrer dans ses frais, donc d'avoir un tarif qui soit basé, qui garantisse le remboursement des coûts de production, suivre les précaires, etc. Et ça, c'est incompatible avec le marché. Et effectivement, pourquoi on va... le gouvernement présente son projet de nationalisation sans même dire pourquoi ça ne va résoudre aucun problème de ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire les prix de marché qui s'envolent complètement, ils vont continuer à s'envoler de la même façon. Les tarifs qui aujourd'hui reflètent ces prix de marché délirants vont continuer à refléter ces tarifs. L'armée de fournisseurs qui vont démarcher les gens en abusant de leur confiance, ça va continuer. Les producteurs comme privés et les fournisseurs comme Engie et Total qui ont fait des bénéfices records vont continuer à s'enrichir. Rien ne va changer. Et pourquoi on en est là? Parce qu'on reste dans le cadre imposé par l'Union européenne qui est de dire... c'est écrit dans les textes européens, l'énergie, donc en particulier l'électricité et le gaz, doivent être un marché. Donc la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'on continue à foncer dans le mur parce que c'est écrit dans les textes européens ou est-ce qu'on décide enfin de dire nous, on n'appliquera pas cette règle, sachant qu'en plus, il y a des dérogations qui se multiplient. Il y en a eu en Espagne et Portugal. L'Arenh, c'est une dérogation. Il y en a forcément parce que quand on voit la catastrophe que ça produit, il y a des dérogations. Mais est-ce qu'on continue comme ça à pallier au coup par coup? Est-ce qu'on dit maintenant, on s'assoit, on discute de est-ce que c'est possible d'avoir une concurrence et sinon, on en sort. Alors, pour revenir sur Hercule, là, tu l'as évoqué, vous l'avez évoqué. Donc, Hercule, c'est un projet qui visait à démanteler EDF plus qu'il n'est, parce que EDF a déjà été démantelé, c'est-à-dire qu'on a déjà séparé le réseau de la production, ce qui pose déjà des problèmes. En partie, moi, je suis au centre de recherche. Avant, on travaillait pour tout le monde. Maintenant, on s'est retrouvé avec des tourniquets à l'intérieur des équipes. Enfin, ça a évidemment abîmé la recherche. On a quand même sorti une partie de la production, notamment de l'hydraulique. Il y a un tiers de l'hydraulique maintenant qui n'est plus qui n'est plus géré par EDF, mais par des filiales d'Engie, 50% privées, et qui se gavent en ce moment. Bon, on a déjà abîmé EDF. Et Hercule, donc comme tu disais, on continue à fragmenter ça. Mais pourquoi on arrive à cette aberration? Parce qu'à partir du moment où on dit qu'il faut de la concurrence et qu'on est obligé de reconnaître que la concurrence, elle ne peut porter que sur cette fourniture, que ni le réseau ni la production ne sont en concurrence, on est obligé de dire la production, on la met dans une entité qui va être publique, et en tout cas la production nucléaire, et celle-là, il n'y aura pas de concurrence, et on sépare l'activité en concurrence, et donc on fait un mur entre les deux, et entre les deux, ça va être le marché. Donc en fait, tant qu'on ne remet pas en cause ça, on est fichu. Et l'autre problème que ça pose, c'est un problème vraiment de antidémocratique à un point qui est absolument délirant. Hercule, ça fait quand même 5 ans que ça dure, 5 ans que le gouvernement négocie avec la Commission européenne on ne sait pas quoi. C'est comme s'il y avait quelque chose à négocier. Normalement, tout le monde devrait être dans l'intérêt du... voilà. Donc, il faudrait troquer le fait de pouvoir sauver les barrages contre le fait de devoir brader le renouvelable. Donc 5 ans qu'il ne s'est rien passé. À un moment, on nous a dit, on va faire une première étape, ça va être nationaliser EDF et après on revendra des bouts.
Puis ça s'est arrêté devant l'opposition de tout le monde et parce qu'on était en période préélectorale. Et là maintenant, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On a quand même bien l'impression que c'est la première étape d'Hercule du démantèlement qui a été refaite par cette nationalisation, sans le dire à personne, sans expliquer ce qu'on fait, sans présenter des comptes devant l'Assemblée. Enfin, là, je pense qu'au bout d'un moment, il faut sortir de ce jeu-là. Et encore une fois, le Conseil européen qui va quand même revoir de fond en comble le marché de l'énergie, on ne sait toujours pas ce que la France va aller y faire et va aller défendre. C'est impossible de débattre de ça. Alors qu'on sait très bien que c'est un sujet majeur. Enfin, l'énergie, tout le monde sait que c'est un sujet majeur, l'électricité en particulier, et qu'il faudrait enfin que ça vienne sur la table et qu'on arrête de dire c'est l'Europe qui l'impose, donc on saute dans le vide. Merci Anne. Du coup, avant d'ouvrir les questions au public, de vous donner le micro, peut-être dire un mot justement sur cette nécessité de la transparence et sur la façon dont députés insoumis, militants insoumis, on va essayer de secouer le cocotier et comment on a essayé de le faire déjà. Il y a quelques semaines, donc il y avait cette discussion à l'Assemblée sur la loi dite pouvoir d'achat par laquelle le gouvernement a saisi l'occasion de faire voter une autorisation de racheter les actions manquantes d'EDF par l'État. Nous, on a mené la bataille dans l'hémicycle de façon assez dynamique et active et transpartisane. Il faut le dire quand même que sur ce sujet, on est capable de produire un certain consensus, pas global, mais quand même un certain consensus qui part, disons, de la France insoumise jusqu'à LR et à certains égards aussi le RN aussi est capable d'en parler. Donc le gouvernement n'est pas dans une position très avantageuse, hein, il faut être honnête. On a la possibilité d'aller leur porter des coups. Il y a une vraie question qui se pose désormais, c'est de savoir comment on va passer l'hiver. Il y a un enjeu de mobilisation sociale qui est très fort. C'est pour ça que c'est très important que la complexité de ces mécanismes soit possédée par le plus grand nombre de militants possible. C'est indispensable pour que ensuite chacun d'entre nous on puisse aller entre guillemets porter la bonne parole. Les débats vont rebondir à l'Assemblée parce que on a un problème d'opacité, comme tu l'as dit, les commissions ne sont pas forcément saisies. On a un problème d'entre-soi de l'oligarchie parce que le ministre aujourd'hui dirigeait la commission de régulation de l'énergie et qu'aujourd'hui, la nouvelle présidente de la commission de régulation de l'énergie, c'est l'ancienne ministre de l'Environnement, Emmanuelle Wargon. Donc là, il y a quand même des choses qu'on doit essayer d'aller mettre en évidence. Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts? Est-ce que ça relève même de l'enquête judiciaire, hein, parce que si on est dans des situations de conflit d'intérêts à un moment, est-ce qu'il y a des suites judiciaires à apporter? Ça, ce sera aussi à nous d'expertiser, mais d'essayer de mettre ça sur le devant de la scène. Et puis, il va y avoir différentes échéances. Le gouvernement annonce une loi de programmation de l'énergie, donc sur laquelle on va travailler dans les prochains mois. Vous, en tant que militant, on va aussi vous demander votre grande vigilance et votre capacité à mobiliser sur ce sujet qui est vraiment fondamental, parce que ça pourrait bien être le point de départ ou l'étincelle du mouvement social qui mettra le gouvernement le plus en difficulté peut-être depuis les Gilets jaunes. Il y a un atelier qui s'appelait « Les Gilets jaunes peuvent-ils revenir ?» S'ils reviennent, ils reviendront probablement à cause des prix de l'électricité. Moi, ça me paraît une évidence. Donc, gardons les yeux bien ouverts et les oreilles grandes ouvertes aussi. Peut-être juste avant de donner la parole à la salle, vous avez tous les deux évoqué la question européenne. Est-ce que finalement, en Europe, les autres, et je pense en particulier à l'Allemagne, qui est peut-être le plus comparable du point de vue de la taille ou des besoins, mais comment s'en sortent les autres, en fait? Et est-ce qu'ils acceptent ce système? Quel genre de coalition on pourrait former avec nos partis amis voilà. Comment vous voyez la position des uns et des autres en Europe? Enfin, en tout cas, pour l'instant, on n'a pas assez de contacts avec des syndicalistes dans les différents pays. En tout cas, ce qui sort aujourd'hui, c'est que ceux qui sont très critiques sur l'ouverture des marchés, encore une fois, c'est plutôt les pays du Sud, donc l'Espagne, Portugal, Italie, Grèce, je ne sais plus, République tchèque aussi, etc.
pour l'instant, l'Allemagne dit que tout va bien. Mais enfin, tout va bien, c'est le gouvernement allemand qui dit ça. Jusqu'à récemment, pour le gouvernement français, tout allait bien aussi en France, alors que c'était déjà n'importe quoi. Bon, l'Allemagne a un prix d'électricité qui est nettement supérieur à la France, a un réseau qui marche moins bien, puis a un gros problème d'approvisionnement, parce qu'elle est très dépendante du gaz russe, beaucoup plus que nous. Donc peut-être qu'ils sont centrés sur autre chose aujourd'hui que sur les problèmes d'organisation du marché. Mais enfin, ça va mal dans tous les pays. Et pour revenir sur l'Espagne et le Portugal, eux, ils ont obtenu un contournement du marché. Même l'Angleterre, l'ultralibérale Angleterre, est en train de réfléchir à une réforme du marché aussi, parce qu'elle voit bien que ça ne fonctionne pas. Donc je pense que ça va aussi gagner les autres pays. Je compléterai en disant que les Allemands, contrairement aux Français, et en tout cas leurs élites dirigeantes, savent où est leur intérêt économique et notamment l'intérêt de leur grande industrie. Quand on regarde les discussions qui ont lieu à Bruxelles, qui reprochent régulièrement au gouvernement français à travers EDF de concéder des avantages trop importants à sa grande industrie, les Allemands ne font que ça. Et les exceptions aux règles sont la règle générale en Allemagne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un grand industriel allemand qui ne bénéficie pas d'un contrat particulier de la part des fournisseurs d'électricité. Et l'Allemagne, depuis longtemps, a choisi son camp. Son camp, c'est celui des petites entreprises de distribution, les fameuses Stadtwerke allemandes, et c'est celui de la grande industrie. Mais on a une élite dirigeante politique allemande qui a bien compris où était son intérêt. Moi, ce qui m'interroge depuis l'origine où j'ai rejoint EDF, c'est mais dans quel camp joue l'élite politique française ? C'est juste incroyable de penser qu'au moment où le gouvernement décidait de fermer le site de la centrale nucléaire de Fessenheim, notre ministre de l'énergie de l'époque contactait l'entreprise Tesla pour aller ouvrir un site industriel sur place sans avoir au préalable consulté ni Renault ni Peugeot. On est où ? Donc, je crois que les Allemands, depuis l'origine, savent où est leur intérêt. Sur le gaz, aujourd'hui, ils commencent à réaliser qu'ils n'ont pas nécessairement joué la meilleure carte. Et par ailleurs, ils ont su manœuvrer Bruxelles pour que, et ça c'est encore la dernière surprise, c'est finalement l'Arenh et tous les autres mauvais coups portés par l'État français à EDF, mais je dirais Bruxelles, même dans ses rêves les plus fous, n'aurait jamais pensé que l'État lui délivrerait à ce point la carte qui affaiblirait EDF dans le jeu européen. Donc il est temps de reprendre la main pour refaire d'EDF ce champion national de la souveraineté énergétique de la France. Avec beaucoup de maîtrise, on a fait 3 quarts d'heure de prise de parole et on a donc 3 quarts d'heure de questions. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, j'aurais voulu vous demander ce que serait le pouvoir de nuisance de la Commission européenne, parce que l'approvisionnement français dépend aussi des interconnexions avec les voisins. Et si nous décidons de dire nous formons un monopole public, nous revenons à l'EDF tel qu'il était dans les années 50, etc., il est possible que nos voisins ne soient pas de cet avis. Donc je voulais vous demander quel serait le pouvoir de nuisance de la Commission européenne et de nos partenaires. Merci. Merci. On alterne un homme et une femme, hein, donc mesdames. Ouais, j'ai la chance d'être une femme et être syndicaliste à EDF, à la CGT, à la recherche comme Anne. Et je fais partie avec Thomas Luquet, qui était candidat donc sur Paris, là, à Paris Centre, d'un petit groupe là qu'on a créé qui s'appelle Socialisons les énergies. Donc Thomas complétera peut-être, mais je pense que c'est très important. Je pense que Anne a eu raison d'insister sur la question de la sortie de la concurrence. Et je crois qu'il faut qu'on aille, puisque c'est un débat qui se pose là dans les amphis et dans LFI, enfin, de la désobéissance aujourd'hui par rapport aux directives de l'Union européenne, c'est majeur. Il faut revenir aux tarifs, calculer ce que tu as dit sur le coût de production sans aucun profit, puisque là on revient, enfin Total se fait du profit sur on vend à 49 €, lui il va revendre à 250 ou à 1000 €, et vas-y, il gagne de l'argent là-dessus alors qu'il fait déjà 18 milliards de profit, et qui paye, c'est vous tous, les usagers, sur vos factures. Parce que bon voilà, moi vraiment j'insiste, la loi NOM, vous en avez parlé. Alors ça me fait bizarre d'être avec un ancien directeur de chez moi, hein, je le dis tout de suite, mais bon. Vous en avez parlé sur l'Arenh.
mais il faut en parler. Un. Bravo. Ouais, alors je disais, vous payez sur votre facture, mais vous payez aussi l'introduction dans la loi NOM, ça, monsieur Huet, vous avez oublié de l'ajouter, des tarifs du marché européen. Hein, c'est ce que Anne a expliqué, hein, mais c'est très important parce que sans ça, vous n'auriez pas effectivement cette augmentation des tarifs importante. Hein. Donc moi, voilà, je crois que c'est quand même des éléments importants à dire. Pour moi, l'abrogation de la loi NOM, c'est quelque chose d'important. La sortie à la concurrence et le retour au monopole public. Ça, il faut le dire maintenant. À un moment donné, il faut le dire. On avait du mal à le dire. Depuis 2000, on le dit, mais il faut vraiment qu'on y aille. Et ça, moi, j'invite vraiment... et donc, nos députés, enfin, peut-être tu nous donneras une réponse là-dessus. C'était un peu le sens de ma question. Et juste un autre truc aussi, parce qu'il faut quand même bien expliquer. J'avais juste une petite nuance. Alors c'est parce que j'ai l'habitude de titiller la direction d'EDF. Hein. Bon, ça, il faut bien quand même. Hein. Les syndicalistes, on fait ça. Une petite nuance. Ils font n'importe quoi. On ne sait pas ce qu'ils font. Si, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils sont aux ordres des politiques depuis 2000 et même avant. Hein. Les gouvernements successifs depuis Jospin, Sarkozy, Hollande et Macron. Il ne faut pas oublier qu'Hercule, c'était déjà Macron ministre de Hollande, hein, il avait déjà ce truc-là dans la tête. Hein, et ça, il faut dire aussi que nous, on l'a fait reculer là-dessus, même s'il revient, hein, et il va continuer, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est quand même important. Donc ils savent très bien ce qu'ils font, c'est l'ouverture à la concurrence. Et quand Macron, parce que moi je veux quand même vraiment qu'on tacle là-dessus, il impose à EDF d'augmenter encore le volume de l'Arenh, il sait très bien ce qu'il fait, c'est des subventions d'État, et là l'Union européenne, elle dit rien. C'est des subventions d'État, l'Union européenne, elle dit rien. Donc là, je crois qu'il faut qu'on soit net. Bon, j'ai surtout, ma question, c'est, voilà, nationalisation sans, effectivement, retour au monopole public, sans retour au prix d'électricité, des tarifs réglementés, calculés sur le coût de production. C'est pas une renationalisation, c'est vraiment ça qu'il faut. Donc moi, ma question, c'est quand est-ce qu'on dépose un projet de loi ? Alors, vous êtes nombreux et vous n'êtes pas, dans votre grande majorité, des femmes. Donc je fais 3 questions par 3 questions et puis ils vont répondre. Merci. J'ai 2 questions rapides. Ouais, ça marche. Ouais, je vais peut-être me rapprocher. Ouais. Sur l'OPA, donc l'offre d'achat proposée par le gouvernement à 12 € l'action, est-ce qu'il y a une possibilité que EDF refuse ce prix de 12 € parce que c'est parti d'a priori de 7 € l'action, ils ont majoré un petit peu en disant bon, on va faire plaisir, sauf que en fait si l'action était à 7 €, c'était en grande partie à cause de l'État qui était actionnaire majoritaire avec du coup l'Arenh, la fermeture de Fessenheim, etc., etc. Donc est-ce que déjà il y a une possibilité que ces 12 € là soient refusés par EDF ? Et la deuxième, c'est est-ce que l'OPA peut arriver jusqu'à son terme ? Parce que pour l'instant, ils sont à 85%, mais il leur faut 90% pour obliger les 10% à vendre leur action. Donc est-ce qu'on peut envisager que s'il y a au moins 5% qui disent non, on ne veut pas vendre nos actions, que ça fasse capoter l'opération de l'État ? Je vais commencer par le point le plus politique et puis les éléments plus techniques, je vais les laisser à mes camarades à droite et à gauche. Tu as raison, hein, évidemment, la question de déposer un projet de loi, je vais faire preuve de modestie, c'est pas forcément l'habitude des politiques, mais le projet de loi que tu décris,
c'est un projet de loi global qui demande une administration qui l'écrit, hein. En réalité, même si on a des camarades brillants, même si tu t'y mettais, je pense, nuit et jour pendant quelques mois, on n'est pas sûr qu'on sortirait un projet de loi. Donc je crois que on est un peu dans une situation où on reste obligé de proposer des textes qui sont des textes d'appel. C'est dans les esprits, hein, on est plusieurs à réfléchir à la façon dont on pourrait déposer un texte qui à la fois soit crédible, compréhensible, et qui puisse en tout cas amorcer un pas dans la bonne direction. Maintenant, il est clair que je ne crois pas que ce serait sérieux d'arriver en disant on a une loi de programmation de l'énergie faite par ne serait-ce que 40 syndicalistes. Je ne suis pas sûr qu'on sache le faire quand même, hein. Donc faut rester un peu humble, mais l'intention est là et il n'y a pas de doute. La mise à l'ordre du jour, c'est la deuxième question, hein. Comment est-ce qu'on est capable de mettre un texte comme celui-ci à l'ordre du jour et le faire examiner par l'Assemblée nationale? Eh bien, malheureusement, oui, sous condition. L'ordre du jour de l'Assemblée nationale est confié à la majorité et au gouvernement, enfin au gouvernement, à la majorité, et nous avons la niche parlementaire. Il y aura des arbitrages parce qu'il y a plein de propositions qui sont faites. Voilà, évidemment, la question de l'énergie est dans les têtes, et donc on va essayer. Moi, je suis favorable à ça, mais on en discutera. On est 75 et forcément, il y a d'autres calculs d'opportunités qui vont être faits. L'abrogation de NOM en tant que telle, il n'y a pas de souci, on est d'accord. Le monopole public. Si, peut-être juste un point sur ce que tu disais. Ils savent très bien ce qu'ils font. Oui, c'est quand même un élément qu'on doit avoir à l'esprit. À qui profite le crime? Quand on veut privatiser quelque chose, il y a forcément des gens qui, au bout du compte, vont profiter. Le projet Hercule, peut-être que c'est pas encore tout à fait clair parce que vous êtes passé rapidement dessus. Hercule, c'était le nom de code que le gouvernement donnait à un projet qu'il fallait pas ébruiter. Donc aujourd'hui, tout le monde dit le projet Hercule, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi. Sinon, personne ne connaîtrait Hercule et ils seraient en train de le mettre en œuvre. Le projet, c'était de dire on va séparer les activités rentables des activités qui ne sont pas rentables. Et aujourd'hui, les activités qui ne sont plus rentables, c'est les activités du nucléaire, parce que précisément, il va falloir des investissements majeurs et qu'on n'est pas sûr de pouvoir les soutenir. À l'inverse, ceux dont on estime qu'ils vont être rentables, c'est ceux des énergies renouvelables, parce qu'on se dit que la demande va nécessairement augmenter, et que ce soit des institutions ou que ce soit même des particuliers qui voudront avoir une énergie réputée propre. Et donc dans ces cas-là, toutes les pertes qui sont liées au nucléaire seront absorbé par une institution publique, et le reste qui serait rentable dans ces cas-là serait porté par les entreprises privées qui auront racheté ces morceaux d'activité de EDF réputés rentables. Donc encore une fois, c'est toujours la même logique, hein, de socialisation des pertes et de privatisation des profits. Donc c'est vrai qu'il y a l'effet du coup par coup qui a bien été montré par Philippe, hein. On a des étapes où on se prend la tête et on se dit mais comment on va faire? L'injonction de Bruxelles, c'est le marché, mais comme l'a bien dit Philippe, Bruxelles n'a pas inventé l'Arenh, il nous a dit le marché. L'Arenh, c'est la capacité propre à inventer des sottises de ceux qui veulent obéir à Bruxelles. Donc on a ce paramètre-là de la sottise, de la docilité, de l'idéologie, mais à l'inverse, il y a aussi l'intérêt qui existe et qui est dominant quand on se dit on privatise. Bah oui, on va privatiser, ça tombe bien, c'est les dirigeants des très grosses boîtes, c'est leurs actionnaires qui sont les électeurs d'Emmanuel Macron. On tombe toujours sur le même type de problème, hein. Quand on vend un fleuron industriel comme Alstom, on n'a pas besoin d'inventer de la corruption. La corruption, c'est la corruption intrinsèque liée à l'oligarchie. Si vous êtes consultant dans l'énergie et que vous signez un deal avec Alstom, enfin la vente d'Alstom, et qu'il y a 2 milliards qui ruissellent, oui, forcément, le jour de l'élection, pendant la campagne présidentielle de Macron, vous direz mais ce gars-là, il est bon pour le business, je vais financer sa campagne et je vais mettre 7 500 € dessus. C'est même pas vraiment de la corruption, c'est l'intérêt commun bien compris, mais c'est l'intérêt commun de 1% de la société, quoi. Donc évidemment, on peut pas sortir. Il faut avoir tout ça à l'esprit. Je laisse Anne réagir sur les questions plus techniques de l'interconnexion et du rachat.
Oui, je vais juste réagir quand même à ce que tu dis sur le projet de loi. Enfin, moi, je pense qu'il y a un projet de loi je pense qu'on peut l'écrire, le projet de loi, honnêtement. Alors, on pourrait décrire le modèle global, ça serait peut-être compliqué, mais déjà, on fait un projet de loi qui dit on revient à un tarif, une grille tarifaire unique basée sur les coûts de production. Ça va régler un grand nombre de problèmes parce qu'une fois que les fournisseurs seront. Enfin, d'abord, ça va garantir une stabilité des prix pour tout le monde et une équité de traitement, ce qui est quand même un objectif majeur. Ça va garantir aux producteurs de rentrer dans leur fonds, enfin, d'avoir un retour sur investissement, mais en même temps sans faire de marge. Et pour les fournisseurs en concurrence, ça va quand même être très difficile pour eux de vendre une électricité au même prix que tout le monde. Donc ils vont être amenés à disparaître. Donc je pense qu'il y a un moyen de le faire de manière assez simple. Et je pense qu'on ferait mieux de se fixer là-dessus. Enfin, on en discutait un peu. Je pense que l'Arenh, il faut arrêter de se focaliser là-dessus. Dans les pays où il n'y a pas l'Arenh, ça ne se passe pas mieux. Les problèmes, ils existaient avant l'Arenh. C'est une rustine. Et en fait, l'Arenh, donc c'est finalement... EDF est obligé de vendre à prix coûtant à ses concurrents, aux fournisseurs, mais les fournisseurs, normalement, ils sont obligés de le répercuter sur la facture des clients. Donc, en fait, ça a été pris comme moyen pour essayer d'amortir le choc des prix de marché. Alors, c'est très tordu, mais ça a quand même joué le rôle d'amortisseur. Donc, je pense qu'il faut arrêter de se focaliser là-dessus. Oui, c'est tordu, mais en même temps, ça a quand même joué le rôle d'amortisseur, et ça s'est passé de manière encore pire dans les pays qui n'avaient pas ça. Moi, je ne suis pas convaincue, honnêtement, que c'est ça qui a ruiné EDF. Il y a d'autres problèmes sur lesquels on pourra revenir, en particulier le fiasco de Flamanville, les opérations internationales qui posent problème. L'Arenh est un problème quand les prix de marché sont très bas, parce que là, EDF est obligé de vendre à perte. Mais quand les prix sont hauts, comme aujourd'hui, ils vont à prix coûtant. Alors après, on peut discuter sur est-ce qu'on a bien estimé le prix coûtant, mais enfin, je dirais que c'est de second ordre. Après, sur le modèle qu'on veut, là, pour répondre à la question sur les interconnexions, il y a un gros mensonge qui circule depuis... Alors, je ne sais pas si c'est de l'incompétence, mais là, je crois que c'est du mensonge qui circule, comme quoi sortir du marché de l'énergie, qui se trouve être européen, mais ça serait pareil s'il était français, ça voudrait dire se déconnecter du réseau européen. Non, c'est pas vrai. Personne ne demande à se déconnecter du réseau européen parce que c'est essentiel pour la stabilité du réseau. C'est une mutualisation qui est importante. Enfin, on pourra le décrire plus si vous voulez. Et les interconnexions n'ont pas attendu les marchés pour se développer. De tout temps, on a exporté notre nucléaire et à peu près, en plus de ça, dans les mêmes quantités que ce qu'on exporte aujourd'hui, voire plutôt plus parce que comme aujourd'hui on produit moins, on exporte moins. Donc, alors... Dans l'idéal, le système idéal, ça serait un système public centralisé européen, parce que le réseau européen est complètement interconnecté, et c'est ça qu'il faudrait faire. Bon, ça va être compliqué, parce que ça veut dire qu'il faut que tous les États soient d'accord. Par contre, avoir un système public, donc l'exploitation du parc français public, un seul acteur, avec des tarifs basés sur les coûts de production français, c'est tout à fait possible, et au niveau européen, le marché européen continuerait à voir l'acteur français comme un acteur comme les autres, et puis c'est tout, quoi. Donc on paierait nos échanges avec l'étranger qui représentent une petite part, éventuellement au prix de marché si on n'arrive pas à faire mieux, ou alors voilà. Mais en tout cas, ça réglerait le problème de la France, et c'est relativement difficile. Enfin, la Commission européenne évidemment attaquerait parce que voilà, mais ça ne remettrait pas en cause ce que veulent faire les autres États. Excuse-moi, j'ai été ambigu, c'était pas toi que je voulais couper, c'était pour dire ils ne peuvent pas couper si la Commission européenne n'a pas la capacité technique de dire on va envoyer des experts et on va couper faire pas le robinet d'énergie comme ça entre les réseaux, quoi. Donc je veux dire juste un petit mot sur les D'accord. Juste un petit mot sur le prix de rachat. Est-ce qu'il faut racheter à 12 euros, à 8 euros, etc. Je pense aussi qu'il faut sortir de ce débat-là. Enfin, l'actionnariat, moi je pense qu'on n'aurait jamais dû ouvrir l'actionnariat à autre chose qu'à l'État. Il ne devrait pas y avoir des actions d'EDF. Bon, voilà. Je ne pense pas que les actionnaires minoritaires soient une bonne force de contrôle de ce que fait l'État, parce que les actionnaires minoritaires, en général, ils se positionnent plutôt dans l'intérêt des actionnaires, qui n'est pas forcément l'intérêt général. EDF, alors on peut l'appeler, je ne sais même pas si ça doit continuer à s'appeler EDF, en tout cas le service public de l'électricité et plus globalement de l'énergie doit être géré dans l'intérêt général et donc ne pas avoir d'actionnaires, quoi. Bon, après, le prix de l'action, écoutez, EDF a un gros problème industriel en ce moment, le prix de l'action baisse, ma foi, c'est le risque, et je pense que ça aurait été bien de dire aux salariés qui se sont embarqués dans la prise d'action que c'est quand on a des actions, c'est quelque chose qui est risqué, quoi. Et par ailleurs, il y a eu des actions gratuites, il y a eu tout un tas de choses, quoi. Donc je pense qu'il faut recentrer le problème sur l'intérêt général, qui est avant tout l'intérêt des usagers.
Les tarifs aujourd'hui, on voit pas encore on voit exploser les factures, mais on est encore sous un système un peu protecteur des tarifs réglementés de vente. Mais par exemple, j'ai une collègue qui me disait les collectivités locales, elles n'ont plus accès aux tarifs, pas plus que les entreprises, et elles ont vu leurs factures multipliées par 4. Et elle dit, en plus, s'il n'y avait pas eu l'Arenh, ça aurait été par 8. Donc on est déjà dans une situation qui va plus du tout, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Petite parenthèse sur cette histoire des collectivités, hein, ça fait partie des sujets qu'on a portés pendant les derniers débats à l'Assemblée nationale, puisque grâce au fameux chahut parlementaire, hein, on a réussi à faire payer par l'État des compensations à la hausse des coûts fixes pour les collectivités, donc nécessairement les coûts de l'énergie. Mais on voit aussi le côté absurde, ça veut dire que l'État est obligé d'augmenter ses propres dépenses au bénéfice des collectivités, puisque elles-mêmes ont des coûts qui augmentent, mais au bout du compte, le serpent se mord la queue. Si on avait un service public avec un monopole public, eh bien, tout ça serait bien équilibré, les coûts le prix équivaudrait au coût, et on n'aurait pas besoin de se tourner vers l'État quand on a une collectivité en disant en réalité mes propres coûts augmentent à cause de l'énergie. Tout ça se tiendrait, vous paieriez des impôts et puis c'est tout, quoi. Oui, je voudrais simplement ajouter que effectivement 12 € par action, ça paraît faible, hein, et on peut dire, et moi je le dis très fermement, hein, l'État est le principal responsable de la situation financière actuelle de l'entreprise. C'est le cumul des décisions de l'État comme actionnaire, comme régulateur et comme politique qui ont mis l'entreprise dans la situation dans laquelle elle est. Donc, in fine, on peut même se dire que la présence d'actionnaires minoritaires a été un facteur de tempérament, enfin je veux dire de modération des volontés destructrices et spoliatrices de l'État français. C'est le paradoxe, en fait, hein, de cette ouverture du capital. C'est que on a vu des situations où, s'il n'y avait pas eu les actionnaires minoritaires, les décisions auraient été encore pires au niveau politique. Donc, bon, après 12, 14, 16, il y a une action pénale en cours aujourd'hui par une association qui défend les intérêts des actionnaires minoritaires salariés et des anciens salariés d'EDF. On verra bien ce que ça donnera. Alors, dernier point à rappeler, c'est EDF et Bruxelles. EDF a le pouvoir de stopper et d'arrêter le système qui a été mis en place par les directives européennes. Si EDF refuse de coopérer, le système ne marche plus. Les interconnexions, je suis d'accord avec Anne, c'est un système qui a été mis en place bien avant l'ouverture des marchés pour assurer la bonne coopération entre les gestionnaires de réseau d'un pays à un autre. C'est un système très utile qu'il faut continuer à maintenir. Aujourd'hui, par exemple, depuis le début de l'année, l'Ukraine est interconnectée avec le réseau européen et donc on va continuer les interconnexions. On peut gérer les interconnexions indépendamment du système de marché tel qu'il a été développé par la France et sous l'impulsion de l'Union européenne. Donc il faut sortir de tous ces schémas qui semblent poser l'idée qu'il n'y a pas d'alternative au marché. S'il y a une alternative au marché, on l'a connu d'ailleurs, il faut remettre au goût du jour un système dans lequel on envoie aux consommateurs un signal qui correspond au coût réel de ce qui est produit. Pour vous rappeler, parce qu'il faut se défendre contre tous ces arguments fallacieux sur le marché, en temps normal, si le parc nucléaire d'EDF était à son régime normal de capacité, 95% de la production électrique en France n'a rien à voir ni avec le prix du pétrole, ni avec le prix du gaz. Donc accepter que le prix soit déterminé par le gaz et le pétrole, c'est vraiment marcher sur la tête, comme l'a dit Anne. Je vous redonne la parole. Je vais peut-être juste dire une chose sur un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui. On parle de l'État, l'État, l'État. Peut-être qu'on a intérêt, nous, en tant que militants, de dire une chose. C'est pas toujours l'État, c'est les gouvernements. On a Macron, Hollande, Sarkozy, Chirac. Il s'est passé plein de choses. Jospin, moi je suis pas jospiniste, donc ça va, je suis à l'aise avec ça. Mais non, mais sérieusement, c'est des décisions qui ont été prises pendant des années. On avait raison, on s'est battu. Il n'y a pas de raison qu'on les dédouane et qu'à l'inverse, on diabolise l'idée que l'État, parce que quand l'État intervient, en général, on est plutôt pour. Donc, disons, les gouvernements successifs ont fait n'importe quoi. Ils l'ont fait en toute conscience et voilà. Je vous en prie. Qu'une femme prépare de prendre la parole, s'il vous plaît. Oui, parce qu'il y a beaucoup de messieurs et ils vont être très frustrés s'il n'y a pas quelqu'un quelqu'un qui leur donne la possibilité d'être paritaire. Oui.
Alors moi c'était juste une question, je suis sociétaire à Enercop. Et du coup, quelle place pour ces fournisseurs alternatifs qui essayent de se positionner à côté des marchés, qui jusqu'à récemment essayaient de se fournir intégralement avec leur réseau. Aujourd'hui, ils ont annoncé à tous leurs sociétaires qu'ils allaient avoir recours à l'AREN. Voilà, je voulais savoir juste ce qu'il en était de tous ces petits fournisseurs coopératifs. Merci. Alors, ça m'arrangerait. Ouais, là-bas, ouais. Pour une fois. Oui, c'est bon, c'est un principe. Voilà, moi je voulais poser une question par rapport à la mise en concurrence des différents modes de production, qu'ils soient renouvelables donc, ou nucléaires. Est-ce que ça ne risque pas d'entraîner une volonté de hausse des consommations plutôt contraire à la sobriété qui est peut-être nécessaire? Et une troisième. Vous êtes nombreux. Je suis désolée. Oui, bonjour. Elle peut peut-être être... oula. Elle est peut-être un peu bête la question, mais qu'est-ce qui empêche à l'heure actuelle qu'une entreprise ou qu'un conglomérat d'entreprises rachète entièrement la production d'EDF et mette à genoux la production d'énergie en France? Et ça fait 3. Je vais commencer par la dernière question là, sur qu'est-ce qui empêche, alors si je la comprends bien, qu'est-ce qui empêche un investisseur d'acheter la production, c'est-à-dire les centrales. Parce qu'il y a des règles quand même, c'est-à-dire que pour pouvoir acheter de l'électricité à EDF en bénéficiant du mécanisme AREN, il faut montrer une clientèle. Donc il faut montrer une clientèle qui justifie les volumes que vous demandez au tarif de l'AREN. Donc vous ne pouvez pas simplement venir acheter l'électricité et dire merci EDF, je t'achète ton électricité, ensuite je la revends. Non, il faut que vous montriez que vous avez la base clientèle nécessaire. Voilà. Donc on peut quand même, l'État a un peu réfléchi à la question, même si aujourd'hui on peut se poser la question de ceux qui abandonnent leur clientèle parce que les prix augmentent. Et d'ailleurs, quelqu'un a parlé d'Iberdrola, mais le plus drôle dans cette affaire, c'est que Iberdrola a, dans ses courriers adressés aux clients, recommandé à ses clients d'aller chercher leur tarif chez EDF. Donc c'est savoureux. Hein. Donc aujourd'hui, les concurrents, ils ne sont pas les seuls, sont en train de dire écoutez, sinon vous allez payer 70% à 100% plus cher. Mais écoutez, si vous voulez notre avis, allez chez EDF et vous trouverez des conditions meilleures. Voilà. Donc voilà pour cette affaire assez rocambolesque. Autre... Enercop, et puis est-ce que la concurrence, c'est pas une incitation? Alors, Enercop, bon, je pense que c'est un fournisseur assez atypique parce que je pense que c'est un des rares à être des militants vraiment engagés, mais je pense qu'ils se trompent, quoi. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'il y a une vraie activité d'Enercop qui est d'accompagner des projets de renouvelables et qui est d'accompagner aussi les gens dans leur consommation pour les sensibiliser aux besoins de consommer moins, de consommer mieux, etc. Ça, c'est une activité qui est importante, mais qui n'a rien à voir avec l'activité d'achat pour revente d'électricité. Et comme ils sont pris dans un système de service public qui a été démantelé, ils font avec et ils sont face à des contradictions infernales. Et effectivement, ils sont obligés aujourd'hui d'acheter à l'AREN, mais en fait, avant, ils achetaient sur le marché du nucléaire. C'était pareil, quoi. C'est-à-dire qu'ils vendent la même électricité que tout le monde, ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, quand on dit un monopole public, moi, ce que je dis simplement, c'est que l'exploitation du parc, c'est-à-dire que le fait de faire fonctionner les centrales et de vendre l'électricité, ça doit être un monopole. Après, il peut se développer des services en aval, d'accompagnement, etc., qui d'ailleurs pouvaient se développer avant. Pourquoi pas? Il peut se développer aussi pour éventuellement une concurrence à l'amont, c'est-à-dire de construction des centrales, s'il y en a qui... voilà, bon, ça, je ne vais pas rentrer dedans, mais en tout cas, l'activité d'achat pour revente, elle est nuisible, celle-là, et
Enercop, ce qui est un peu dommage, c'est qu'au moment de l'ouverture des marchés, nous on a dit c'est une aberration, et on avait en face de nous des gens qui disent oui, mais qui disaient ça permettra au moins d'éviter le monopole d'EDF, parce que EDF c'est le nucléaire, et de permettre d'autres moyens de production. On voit bien que ça c'est pas comme ça que ça s'est passé. Enercop a des moyens de production, mais qui représentent 1/1000 peut-être du parc, et ça ne peut pas se développer comme ça. Les énergies renouvelables ne se développent que parce qu'elles sont subventionnées. Alors c'est moins vrai maintenant avec la flambée des prix, avec un système public qui garantit aux producteurs, à ceux qui développent des énergies renouvelables, du solaire ou de l'éolien, le fait de vendre à prix qui a été fixé. Et là encore, c'est une entorse énorme au marché, mais parce que sinon ça ne fonctionnerait pas. Et donc c'est comme ça que ça a été développé. C'est par une planification, c'est par des subventions, c'est pas par un éclatement comme ça. Et sur la hausse de consommation, je pense que c'est un des problèmes du marché. Le marché, la concurrence, tend à faire augmenter la consommation. Et là, on veut exactement l'inverse. On veut réduire la consommation, on veut partager du mieux possible, réserver aux usages de première nécessité des prix plus bas, voire la gratuité. Et donc ça, c'est pas effectivement compatible avec le marché. C'est une des raisons pour lesquelles c'est pas compatible avec le marché. Merci beaucoup. Oui, il y en a là. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Il suffirait que EDF refuse de vendre. J'avais envie que vous exploriez un petit peu ça. C'est comment EDF, ses salariés, comment nous, en fait, on pourrait faire pour qu'ils refusent d'utiliser ça, et pour justement faire un peu cracher le marché, pour forcer justement un nouveau projet de loi pour réorganiser un monopole public. Et une deuxième question dans ce sens-là, c'est jusqu'où ce monopole public ou monopole salarial, on pourrait dire, ou en tout cas collectif, est-ce qu'il faut l'étendre au gaz? Est-ce qu'il faut l'étendre à l'hydrogène? Est-ce qu'il faut l'étendre au futur stockage de l'électricité? Quelle est votre position là-dessus? Alors, vous n'êtes toujours pas des femmes. Ça devient vraiment embêtant. Allez, madame. Allez. Bonjour à tous. Je suis très, très mauvaise oratrice, donc je vous demande votre indulgence. Oui, donc je vous demandais votre indulgence parce que je n'ai pas l'habitude de parler en public. Bon, une petite question. Justement, j'ai hélas loupé la majeure partie de la conférence. Je le regrette moi-même et je m'en excuse. J'avais un souci. Il y a quelques jours, j'étais depuis des années chez Planète Oui, que quand je me suis pour choisir mon fournisseur, avec mes petites investigations, le plus crédible, que c'était le plus crédible. Donc Planète Oui. Aujourd'hui, ça a été racheté par Mint Energy. Et je viens de recevoir une lettre, apparemment c'est une obligation nationale. Légalement, on est obligé de vous proposer de retourner chez EDF parce que vous économiserez à peu près la moitié de votre facture. Voilà, et donc j'ai pas eu le temps de creuser parce que j'étais en train de me préparer pour venir ici. Et j'ai cru comprendre donc que vous êtes, comme moi, ici pour défendre le service public. Donc ça m'arrangerait de revenir au service public parce que, bon, voilà. Au moment où j'ai choisi Planète Oui, disons que je voulais aussi... J'avais déjà beaucoup de gens qui me conseillaient Enercop. Mais en tout cas, j'ai vu que Planète Oui était recommandé aussi par Greenpeace pour justement la réalité du caractère durable de l'énergie qu'ils proposent. Une autre chose que j'ai beaucoup appréciée dans le principe de fonctionnement et qui m'a fait rester avec eux, c'est qu'ils, au contraire, encourageaient la petite consommation, les économies d'énergie, dès le signature, tout ça. Et donc, voilà, tout allait bien, hein, au lieu de nous forcer à consommer plus, comme la logique du marché. Bon, donc voilà, je voulais savoir si vous aviez des réponses, voire des critiques par rapport à ma démarche. Et donc là, j'envisage avec plaisir de retourner au service public, puisque dans le principe, en tant qu'insoumise, je suis pour la restauration du service public.
Merci. Donc, on a eu nos 3 questions. Ouais. Ah non, il y en a une troisième. On a eu 2, autant pour moi. C'est parce que le premier nous en a fait 2 d'un coup. Bonjour, moi il y a quelques éléments que vous avez dit qui m'ont un peu surpris et je trouve et qui peuvent porter à confusion dans le débat. Déjà, c'est bien madame, vous êtes revenu dessus, mais j'entends partout des gens qui connaissent pas grand chose à l'énergie que l'AREN, ça permet de vendre, EDF vend à 40 € à Total et Total revend à 250 €. Les gens, mais c'est totalement faux en fait, parce que alors moi je suis acheteur d'énergie pour des PME. Et c'est donc les industries françaises qui achètent un certain pourcentage d'énergie à Rennes. En fait, Total achète à 40 €, mais après revend à 40 € à l'industrie française. Donc c'est l'État français, à travers EDF, qui subventionne non pas Total, mais toute l'industrie française, qui aujourd'hui, en plus, est à genoux avec les prix de l'énergie qui explosent. Moi, j'ai plein de clients qui vont mettre la clé sous la porte parce qu'ils ne peuvent plus payer des factures à de tel prix. Et donc, ce mécanisme AREN. Alors, est-ce que le mécanisme AREN les a aidés à payer moins cher? Non, en fait, c'est une usine à gaz incompréhensible qui foire tout, en fait, qui complexifie l'achat d'énergie pour ces pauvres industriels. Et par exemple, vous dites aussi le marché, les prix sont totalement volatiles et les industriels ne peuvent pas se positionner à long terme. Alors ça aussi, c'est pas totalement vrai parce qu'il existe des solutions de se couvrir sur du 2 ans, 3 ans ou plus. Et justement, l'AREN là-dedans, en fait, bloque totalement de telles stratégies parce que voilà, l'État a légiféré et a foutu le bordel. Dans le marché, je suis pas pour le marché partout, mais le marché a certaines vertus, et quand on met des mécanismes comme ça à Rennes, totalement, comme vous dites, parachutés, eh ben, ça fout le bordel dans le peu d'avantages que peut offrir le marché. Et ah oui, aussi dire que, enfin pour moi, la crise énergétique actuelle et est-ce que EDF doit être nationalisé ou pas, pour moi, il n'y a pas trop de rapport. La crise énergétique, elle est liée avant tout à une pénurie d'énergie au niveau européen, à cause du gaz russe qui est coupé et à cause des centrales nucléaires qui sont défaillantes. Et donc, c'est pas vraiment lié. Est-ce que ça va changer si c'est nationalisé ou pas? Bah, ça va pas vraiment changer le fait qu'on n'a pas d'électricité en Europe. Et je dirais même que si on n'a pas d'électricité, c'est parce que la planification a été menée n'importe comment. On a des centrales nucléaires qui ne fonctionnent plus. Et ça, c'est l'État, à travers EDF, qui a pris des mauvaises décisions. S'il n'y a plus d'électricité en Allemagne, c'est parce qu'ils sont rendus eux-mêmes dépendants de la Russie, du gaz russe, alors qu'ils auraient pu prendre d'autres décisions. Donc voilà, je trouve que ça a mélangé un peu tout de dire que les prix actuels, c'est à cause d'EDF, nationalisation et tout. Pour moi, ça n'a aucun rapport, en fait. Et par contre, j'ai une question vraiment. Donc déjà, si vous pouvez rebondir sur ces faits que je ne suis pas d'accord vraiment sur ce que vous avez dit. Et une dernière question quand même, est-ce que le fait que l'État est maintenant 100% actionnaire d'EDF, ça peut permettre qu'ils ont les coups des franches pour relever le plafond de l'AREN, et ce qui serait du coup vraiment bénéfique pour les industriels français? En fait, ça serait vraiment subventionner les industriels français, parce que si le plafond n'est pas relevé, il y aura un écrêtement en fin d'année, et en fait concrètement quasiment tous les industriels vont se retrouver à payer des tarifs astronomiques, même s'ils avaient été prévoyants pour acheter correctement leur énergie. Donc voilà, est-ce que le plafond de l'AREN va pouvoir être relevé grâce au rachat d'EDF? Alors, je vais répondre à ce qui n'est pas le plus technique, et puis mes comparses répondront sur la partie technique. Précisément, on n'a pas dit que la nationalisation pouvait répondre à la question des prix, hein. On a dit l'inverse. On a expliqué que ça n'était pas la refondation profonde qui était, ou la réforme profonde qui était annoncée ou promise ou même envisagée ou appelée de ses voeux par von der Leyen. Au contraire, on a montré que elle apportait aucune espèce de garantie, que c'était au contraire juste la première étape prévisible du projet Hercule qui nous revenait, et que ça avait en soi pas d'effet direct ni sur la consommation, ni sur la production, ni sur les prix. Donc c'était peut-être un faux suspense, on n'a peut-être pas été assez clair, mais on a dit exactement la même chose. Donc en réalité, on était d'accord, et je crois que ce sera peut-être à peu près tout ce sur quoi on va être d'accord aujourd'hui entre nous, puisque pour le reste, bon,
je pense que Philippe va répondre sur les énergo-intensifs en réalité, qui est le point de départ de l'Arenh, mais qui n'est pas non plus le seul élément qui a dicté la création de cette politique. Quant à relever le plafond de l'Arenh, il a été relevé récemment, puisque ça fait partie des choses qui ont été votées à l'Assemblée nationale. Donc voilà, peut-être que vous étiez en vacances à ce moment-là, mais bonne nouvelle, vos vœux sont satisfaits. Alors, je voudrais revenir sur ce que vous dites de Total. Hein. Dans le principe, vous avez raison. Le mécanisme Arenh, si EDF a un niveau normal de production, permet effectivement, comme l'a dit Anne, à l'ensemble des consommateurs, pas seulement les industriels, de bénéficier de la production nucléaire d'EDF à son prix coûtant. Alors, il y a deux sujets là-dessus, deux problèmes. C'est que, ce prix auquel EDF, dans le cadre de l'Arenh, cède son électricité à ses concurrents pour approvisionner leurs clients, n'a plus rien à voir avec les coûts d'exploitation économique des centrales d'EDF. Il n'a pas été revu, alors il vient juste d'être augmenté, mais il n'a pas été revu depuis 2012. Et aujourd'hui, s'il fallait le mettre à quelque chose qui ressemble au coût économique complet d'exploitation des centrales, il faudrait l'augmenter probablement d'au moins 20%. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que quand on a augmenté le plafond de l'Arenh de 20 TWh, donc on l'a augmenté de 20%, on l'a fait dans des circonstances, où EDF était pris par surprise, donc n'avait pas la réserve de production pour fournir à ce prix-là, avait déjà vendu en quelque sorte les 20 TWh, donc a dû racheter sur les marchés à des prix bien supérieurs pour approvisionner les concurrents, notamment Total. Lequel Total, quand quelques années auparavant, les prix de marché s'étaient effondrés en dessous des prix de l'Arenh, a fait valoir la clause de force majeure et s'est porté devant les tribunaux pour justifier qu'il se défausse de son engagement contractuel. Donc le même Total qui estime qu'il est en droit de ne pas respecter son engagement vis-à-vis d'EDF quand le prix ne lui convient pas, mais par contre, quand ça lui convient parce que les prix ont augmenté, n'hésite pas à aller s'approvisionner, lequel EDF doit acheter sur le marché la production qu'il vend à EDF à un prix subventionné. Et c'est ça qui a coûté, ça a été chiffré, entre 6 à 8 milliards d'euros, excusez-moi du peu, à l'entreprise EDF, pour une entreprise Total qui, par ailleurs, en amont, sur sa production propre de pétrole et de gaz, bénéficie largement de l'augmentation des prix de combustible, au point que notre président Macron a même parlé de ce qu'on appelait des profiteurs de guerre. Donc on attend encore qu'il taxe les surprofits de Total et d'Engie pour aligner sa pratique sur ses propos. Donc il est oui, Total peut jouer les vertus. Puis le même Total, pour en finir avec Total, quand on lui a proposé, j'en suis le témoin direct, de venir s'associer à EDF dans la production d'électricité nucléaire et d'en prendre les risques, a dit non, non. Non, non, jamais. N'ont jamais voulu. Donc ils savent bien ce qu'ils font. C'est une chose de venir acheter en disant 40 jours avant je viens vous acheter, c'est de l'autre de gérer cette centrale sur la longue durée en sachant que si votre centrale elle s'arrête parce que vous avez un incident technique ou autre, vous êtes quand même commis de fournir. Et vous la trouvez où cette électricité? Donc vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous achetez à prix coûtant, vous supportez les risques. Ou alors vous achetez à prix de marché. Mais vous ne pouvez pas avoir les deux à la fois. Belle transition du coup sur la question du monopole et de son périmètre. Ouais, alors juste avant le monopole, moi je voudrais aussi peut-être revenir sur sur le fait que ça serait la pénurie d'énergie qui serait en cause de la flambée des prix de l'électricité. Moi j'ai fait le calcul. L'année dernière, en 2021, les coûts de production de l'électricité, y compris les imports-exports, ont augmenté de 4% pour la France. Donc normalement, il n'y aurait pas dû avoir de problème d'envoler des factures. La seule raison pour laquelle les prix se sont envolés en 2021, c'est un peu différent cette année, c'est parce qu'on a un prix de marché qui ne correspond pas au coût de production. Donc c'est vraiment directement lié au marché et uniquement lié au marché.
Alors 2022, c'est différent parce que ça s'envole tellement que même si ça représente qu'une petite part, les coûts du gaz, ça va finir par représenter une part significative. Mais enfin, c'est sans commune mesure avec la multiplication qui est passée donc de 50 à 1000 aujourd'hui du prix de marché. Donc il y a vraiment bien ça. Sur le fait que le marché permet quand même d'anticiper sur du long terme, sur 1 ou 2 ans, parce qu'il y a des marchés, à ce qu'on appelle des marchés à terme, et donc permettrait de faire les investissements nécessaires. 1 ou 2 ans, c'est insuffisant, j'imagine que vous le savez, pour faire des changements de procédés qui sont très lourds. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le représentant des consommateurs, des grands consommateurs qui est la clé. Enfin bon, donc c'est les industriels qui disent ça nous suffit pas, une couverture à 1 ou 2 ans, il nous faut des garanties sur 20 ans quoi, pour changer des procédés. Et le dernier point sur l'Arenh, je ne veux pas y revenir, moi je suis d'accord avec vous en grande partie, c'est-à-dire qu'effectivement, l'Arenh, normalement, les fournisseurs sont obligés de le retransmettre à leurs clients, et c'est un moyen complètement tordu, mais c'est un moyen d'amortir la crise. C'est pas le meilleur moyen, je veux dire, on va pas continuer avec des rustines comme ça qui déclenchent d'autres problèmes. Donc voilà. Sur la question du périmètre, donc est-ce qu'on doit étendre au gaz, au stockage, à l'hydrogène, etc. Pour moi, oui, clairement. En fait, il faut étendre une nouvelle fois à toute l'exploitation du secteur énergétique. Pour qu'un système électrique marche, il faut du réseau, il faut de la production, il faut des moyens de stockage, etc. Et tout ça, il n'y a pas la place pour la concurrence. Après, qu'il y ait une concurrence, éventuellement sur la construction, sur des filières, etc., on peut en discuter, mais sur l'exploitation même, non. Et le gaz, qu'est-ce que fait Engie ? Finalement, le gaz, c'est essentiellement des tuyaux plus des contrats négociés. Les contrats, on sait qu'il vaut mieux que ça soit négocié par des États, voire par des groupes d'États pour obtenir mieux que par des acteurs individuels. Et les réseaux, c'est un monopole, les réseaux aussi de gaz. Donc oui, ça doit revenir dans le giron public, cette chose-là. Et pour répondre à madame sur Planète Oui, ouais, c'est un peu, on a rencontré plusieurs personnes comme ça qui, de bonne foi, se sont tournées vers des fournisseurs qui disaient avoir des offres vertes. Moi, j'en veux un peu à Greenpeace là-dessus. Les offres vertes, on ne va pas rentrer dans le processus compliqué. Il y a des garanties, ce qu'on appelle des garanties d'origine, comme quoi la production serait bien faite avec de la production renouvelable. Ça a été montré, ça a été commenté, y compris par les développeurs d'énergie renouvelable, que ces certificats d'origine ne veulent rien dire en fait. Ils sont donnés à des... c'est du papier, ça ne permet pas de développer les énergies renouvelables. Et des fournisseurs, encore une fois, qui ne font que acheter pour revendre, ils ne peuvent pas apporter tout ce qu'ils disent qu'ils apportent. Ils apportent rien, si ce n'est de la cosmétique. Et donc les offres vertes, pour vous dire, EDF a des offres vertes et a des offres qui ne sont pas vertes. Alors le tarif réglementé, c'est complètement gris, mais par contre EDF a des offres vertes, alors que c'est... comment ? À l'époque, oui, non, mais de toute façon, et quand vous dites il faut revenir au service public, le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut revenir au service public, c'est plus possible. Les tarifs réglementés de vente sont eux-mêmes indexés. Alors, c'est moins pire que le reste, sont eux-mêmes indexés sur les prix de marché. Et ça existe encore aujourd'hui sur l'électricité, mais si vous êtes consommateur de gaz, vous devez le savoir. Là, carrément, on vous dit, choisissez entre une liste de je ne sais pas combien de fournisseurs, il n'y a plus de tarifs réglementés de vente. Donc, en fait, tout le monde est pris au piège d'un système où, contrairement à ce qui est prôné par la concurrence, il faut laisser le choix aux gens. Maintenant, plus personne n'a le choix d'avoir un tarif qui est vraiment qui ne se réfère plus à un prix de marché complètement délirant. Bravo à nos intervenants qui tiennent si bien le temps. Il est 19h pile et donc on va clore en vous remerciant toutes et tous d'avoir participé pour vos questions et puis pour vos interventions si pédagogiques et claires.